Donc, ce Club Visio, c'est un partenariat Fédération des URPS et URPS Médecins Centre-Val de Loire. Et du coup, on l'a élaboré en partenariat avec du coup, tous les acteurs et partenaires du projet Crexel en région, donc qui sont l'ASRA Caliris, structure régionale d'appui à la qualité, la FMPS, la fédération qui accompagne les maisons de santé pluripro, l'agence régionale santé du coup de Centre-Val de Loire, et puis bien sûr l'URPS infirmier qui est donc porteur de ce dispositif et de ce projet. Donc, nos intervenants, donc tout d'abord moi, donc je me présente pour laisser la parole aux autres ensuite. Donc, moi, je suis Camille Coquillat, chargée de mission qualité et sécurité des soins au sein de la Fédération des URPS et de l'URPS médecins, donc sur ces sujets. Donc, je vous laisse la parole peut-être dans l'ordre pour vous présenter. Merci beaucoup Camille. Donc bonsoir à toutes et à tous. Brigitte Lecomte, directrice de la SRA Caliris. Bonsoir à tous, Jérémy Audrevo, ingénieur qualité à Caliris. Merci. En réactivant le son, c'est mieux. Tiffaine Henner, donc directrice de l'URPS infirmier. Oui, bonsoir, je suis Claire et je suis la coprésidente de la Fédération des maisons et équipes de santé de la région Centre-Val de Loire et accessoirement, je suis IPA. Merci, Audeline. Du coup, Monsieur Oslo s'excuse de ne pas pouvoir être présent ce soir. Et enfin, du coup, vous, Monsieur Le Marchand. Oui, bonsoir à tous et à tous. Mathieu Marchand, directeur de la stratégie à l'Agence régionale de santé. Merci. Donc, je vous présente rapidement notre programme de ce soir. L'enjeu de pourquoi déclarer avec une introduction que Monsieur Le Marchand nous fera, un point sur les concepts clés de la culture positive de l'erreur. Enfin, on passera du coup au pratico-pratique avec finalement comment déclarer et surtout que devient après notre déclaration d'événements indésirables. Et puis, on verra aussi un exemple de traitement d'un signalement. Et puis, bien sûr, à la fin, un temps d'échange, de questions-réponses avec vous. Et n'hésitez pas au cours, en tout cas, du webinaire, de mettre vos questions dans le chat. Il n'y a aucun souci. Eh bien, je vous laisse la parole, Monsieur Marchand. Merci, Madame Coquilla. Bien écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Alors, ce webinaire, c'est d'abord un temps pour vous, entre vous, professionnels libéraux, qui êtes parfois confrontés à des événements indésirables, mais finalement, comme tous les professionnels, où qu'ils exercent, ils sont peut-être de nature différente, mais qu'ils exercent dans un EHPAD, en libéral ou à l'hôpital. Euh, les soins génèrent forcément des événements indésirables. Euh, donc voilà, je ne resterai pas avec vous pour la suite du webinaire, mais je vous laisserai entre de très bonnes mains avec Caliris pour échanger sur ces sujets. Moi, ce que je souhaitais vous dire en introduction, c'est deux choses. C'est à la fois pourquoi je suis là et finalement pourquoi l'ARS soutient ce projet. On est partenaire effectivement de ce projet, on va le dire comme ça, de démarche qualité en milieu libéral. C'est à la fois identifier des événements indésirables, les partager, peut-être même plus que les déclarer à ce stade, et surtout en faire l'analyse des causes pour en tirer un enseignement collectif et par chacun. Donc, nous, au niveau de l'agence, on est partenaire de ce projet depuis le début, parce que cette idée que déclarer et analyser des événements indésirables est fécond et gage de sécurité, quel que soit le mode d'exercice, c'est évidemment des choses qu'on connaît, qui sont peut-être plus installées dans d'autres environnements, mais quel que soit le mode d'exercice, et que l'exercice libéral finalement n'y fait pas exception, ça c'est une idée qu'on partage depuis le début avec à la fois l'URPS IDEL, hein, qui est à l'origine de ce projet, et la Fédération des URPS plus globalement. Et c'est aussi pour ça que depuis le début, Caliris
Nous soutenons l'appui de Caliris sur ce projet, hein, et on en échange d'ailleurs régulièrement également avec Caliris, qui est notre opérateur expert, on va dire, notre expert en matière de démarche qualité et sécurité des soins dans la région. Et justement, pour tous les professionnels, qu'ils soient hospitaliers, libéraux, médico-sociaux, c'est aussi une des forces de la région. Voilà, et c'est aussi parce que, pour toutes ces raisons-là, que cette idée-là de se dire que les démarches qualité et plus spécifiquement l'identification, la déclaration d'événements indésirables et leur analyse, elle est ancrée effectivement, vous l'évoquiez dans le projet régional de santé, mais aussi parce qu'elle est partagée par toutes les fédérations et que nous, ARS, on y œuvre à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle de régulateur, mais c'est une idée et quelque part un projet qui est partagé par toutes les fédérations et tous les acteurs de la région. Donc ça, c'était le premier point sur finalement pourquoi je suis devant vous ce soir et pourquoi nous, on soutient ce projet j'allais presque dire, depuis la première heure, parce qu'on a, je pense, cette conviction en commun. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'était quelques éléments de repère en matière d'événements indésirables et de déclarations. Parce que ce dont vous allez parler ce soir, ce sont des événements indésirables qui, a priori, n'ont pas à être déclarés à l'Agence régionale de santé. Et dont l'analyse doit vous bénéficier pour améliorer la prise en charge de vos patients, la coordination entre vous, avec des établissements. C'est d'abord ça, l'objet dont vous allez parler ce soir, mais ce sera évidemment étayé et présenté par les autres intervenants. Je voulais juste partager avec vous le fait qu'il y avait d'autres situations qui doivent être, elles, pour le coup, déclarées à l'agence parce qu'elles revêtent un enjeu particulier de santé publique, de veille et de sécurité sanitaire. Alors, ça peut être, et je pense que vous l'évoquerez, des événements indésirables graves associés aux soins d'une telle gravité que, à la fois avec un caractère de gravité et un caractère inattendu, qui fait que ça doit être déclaré à l'agence. Alors, les établissements de santé, j'allais dire, connaissent ça par cœur. D'abord parce qu'ils ont une activité, si on prend les activités, par exemple, de chirurgie, qui est mécaniquement beaucoup plus génératrice d'événements d'une gravité avec un impact patient supérieur, mais la logique est la même, c'est-à-dire déclaration et analyse, c'est-à-dire que l'agence est garante dans ce cas-là d'un processus qui fait que les établissements ou les acteurs qui ont participé à la prise en charge du patient où il y a eu un événement indésirable grave associé aux soins fassent cette analyse. Donc ça rejoint un peu ce dont vous allez parler ce soir, mais là on est sur les événements qui sont d'une gravité et avec un impact patient irréversible ou presque, et surtout le caractère inattendu. Il y a aussi des effets indésirables, inattendus, par exemple, de médicaments, mais plus largement de situations qui concernent toutes les vigilances, la pharmacovigilance, la matériovigilance, la toxicovigilance. Donc voilà, il y a là une chaîne de vigilance avec un échelon régional et les agences nationales que vous connaissez de sécurité sanitaire. C'est d'autres types de situations où là, il y a des obligations et surtout un intérêt, une nécessité de déclarer, mais une fois de plus, ce n'est pas l'objet de vos échanges ce soir. Et puis pour prendre un troisième exemple, ce sont les maladies à déclaration obligatoire, que vous connaissez également. Je prendrai l'exemple de la méningite où, au vu des enjeux de contagion, il y a une nécessité de le déclarer à l'agence pour casser les chaînes de contagion et de contamination. Voilà, c'était juste pour dire que, pour replacer vos échanges de ce soir vraiment sur là, un projet porté par la fédération, accompagné par Caliris, sur peut-être pas tant de la déclaration au sens déclaration aux institutions, à l'Agence régionale de santé, mais la déclaration entre vous, on va peut-être le dire comme ça, la déclaration et le partage entre vous d'événements indésirables pour en faire quelque chose, mais je
je vais pas être plus long parce que justement, ça va vous être partagé. Mais voilà, je souhaitais aussi partager avec vous, une fois de plus, pourquoi nous, on soutient ce projet depuis le début et le fait qu'il y a d'autres types d'événements qui, eux, nécessitent une déclaration. Mais d'ailleurs, on pourrait, hein, j'en profite pour vous faire la proposition, si ça vous intéresse, on pourrait imaginer un webinaire ultérieur sur ces déclarations qui sont à faire à l'agence pour vous présenter quelles sont-elles, pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que nous on en fait et comment vous, concrètement, vous pouvez déclarer. Mais c'est un sujet un petit peu différent. Voilà, je souhaitais partager ces deux points-là avec vous pour aussi partager sur le deuxième point des points de repère et que collectivement, il n'y ait pas de confusion entre les différents exercices. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Marchand, pour avoir reposé en tout cas ces enjeux qualité, sécurité des soins aussi, parce que c'est aussi le sujet de ce soir. Donc, nous allons maintenant aborder la notion culture positive de l'erreur, donc comprendre en tout cas les concepts clés. Et donc, je vais laisser la parole pour nous clarifier en tout cas tous ces concepts à Brigitte et Jérémy de Caliris. Eh bien, merci beaucoup Camille à nouveau et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. On voit augmenter le nombre au fur et à mesure, ça fait plaisir. Alors avec Jérémy, que je remercie pour la préparation de ce webinaire, qui va intervenir juste après moi, je suis juste là pour quelques propos introductifs. On est d'abord très heureux d'être avec vous pour ce sujet, effectivement, qui est notre cœur d'intervention chez Caliris autour de la sécurité des soins. Donc, sujet qui nous rassemble ce soir. Merci Camille et Tiffaine pour cette organisation. Et on vous remercie aussi chacun d'entre vous qui vous êtes mobilisés ce soir. On sait que c'est pas facile après une journée de travail de venir prendre du temps pour ce sujet et vraiment on vous en remercie. Alors quelques mots culture positive de l'erreur. Alors erreur, événement indésirable, incident, dysfonctionnement, c'est tout ce qui peut survenir et qui n'était pas prévu et qui va pouvoir avoir des conséquences dans votre exercice au cabinet infirmier, au cabinet de kiné, au cabinet médical, dans la maison de santé et au domicile des patients. Et donc, quand on parle de culture positive, déjà dans le mot culture, il y a une notion de partage et de valeurs communes. Et puis le positif, en fait, c'est de venir considérer l'erreur ou le dysfonctionnement ou l'événement plutôt comme une opportunité d'apprentissage pour en tirer des enseignements afin d'éviter que ça se reproduise. Donc on est vraiment dans l'idée d'une progression, d'une amélioration. Alors, à l'échelle de l'exercice libéral, vous allez me dire plutôt individuel, mais ça va toucher aussi le collectif, puisque ce qui vous est arrivé, par exemple, à vous, pourrait aussi arriver à d'autres. Et puis, on est aussi sur la notion de la sécurisation du parcours du patient. D'où l'idée, voilà, culture positive, on sort d'une éventuelle culpabilité, on vient voir qu'est-ce qui s'est passé. On est dans un intérêt pour tous et puis ça passe par ce qu'on appelle du retour d'expérience. Voilà, on se partage ce qui est arrivé pour apprendre de nos propres erreurs et puis aussi de celles qui sont arrivées éventuellement à d'autres. Voilà, je voulais un peu préciser ça. Est-ce qu'on peut avoir juste la diapo suivante en 2 mots parce que c'est pas vraiment l'objet, mais pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, juste rappeler que Caliris est une association loi 1901 dont la fédération des URPS et l'URPS infirmier notamment étaient membres dès le départ. On est jeune, on s'est créé en 2018 et suite à un appel à candidature porté par l'Agence régionale de santé, on a été désigné puisqu'il y en a une réglementairement dans chaque région, une SRA. Donc, il faut retenir surtout le A de appui ou accompagnement, structure régionale d'appui à la qualité des soins, à la sécurité des patients. Et donc, on œuvre dans le cadre d'un CEPOM avec l'Agence régionale de santé.
nos champs d'action portant sur toutes les démarches qualité et gestion des risques associés aux soins ou aux accompagnements pour le secteur médico-social, donc auprès des hôpitaux, cliniques, EHPAD, tout le secteur du handicap, et vous, professionnels du secteur libéral. La diapo suivante, Camille, s'il te plaît. Donc voilà, nos missions principales, je vous ai dit, appuyer, accompagner, former, informer. Donc accompagner dans l'amélioration des pratiques. Je ne vais pas détailler, ce soir on est là pour parler surtout des événements indésirables. Former, alors aujourd'hui on conduit des actions soit de sensibilisation, soit vraiment de formation qui sont certifiées Calliope. Ça se passe comme par exemple ce soir sous l'animation, contribution à l'animation d'un webinaire. On peut aussi organiser des ateliers thématiques. Et d'ailleurs, je crois que Jérémy avait participé à un dans une CPTS là, dans le 28 auprès d'infirmiers libéraux. Et puis, on essaie le plus possible de mettre à disposition des professionnels un certain nombre d'outils et d'informations à travers des affiches, des livrets, notre site internet, des newsletters, etc. Et donc, tous ces documents sont à disposition des établissements, des fédérations et donc de vous aussi en tant que professionnels, de vos structures d'exercice coordonnées si c'est le cas pour vous. Et puis, comme l'a dit Monsieur le Marchand, nous sommes associés avec grand plaisir depuis le début sur ce projet de CREX libéral, où là aussi nous sommes convaincus pleinement de son intérêt, tant pour les patients qui sont pris en charge que pour les professionnels. Parce que très souvent, quand on parle d'événements, bien sûr, il peut avoir une incidence sur la personne qui est soignée, victime, mais souvent on parle, nous, dans notre jargon qualité aussi, de la seconde victime, parce que ces événements peuvent avoir aussi un impact, et on le voit, nous, dans notre accompagnement des équipes, des hôpitaux ou autres, ont aussi un impact sur les professionnels. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, on est à votre service pour ça. Il me reste une dernière diapo avant de passer la parole à Jérémy, voilà, sur la notion de sécurité des patients. C'est effectivement un objectif ancré au cœur de nos pratiques, en tant que professionnels, un principe fondamental des soins. Et c'est vrai que tout ça repose sur la prévention du risque, s'interroger sur les pratiques, les organisations. Et en fait, tous ces concepts ont été réfléchis depuis quand même plusieurs dizaines d'années, et notamment la Haute Autorité de Santé travaille beaucoup dessus. Et là, on a abouti à une sorte de définition en fait partagée de la culture de la sécurité, qui fait que c'est un ensemble de manières de faire ou de penser qui contribuent à la sécurité du patient dont on a la charge, et qui sont partagées au niveau de l'organisation. Alors l'organisation, ça peut être un service, une équipe, ou pour vous encore autour de l'exercice coordonné. Cette culture sécurité, elle repose sur 4 composantes principales, et ce soir, on va s'intéresser aux 2 premières surtout. Donc, ce qu'on appelle la culture du reporting ou encore le signalement ou la déclaration, c'est-à-dire tout simplement pour pouvoir travailler sur les événements et éviter qu'ils se reproduisent, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Et donc, il faut mettre en place, et c'est tout l'objet du CREX libéral dont on va parler ce soir, une organisation pour recueillir ces signalements. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle le retour d'expérience, où en fait, on va venir, et ça, Jérémy va vous le détailler tout à l'heure, et puis on aura l'exemple à la fin. On va venir, on va dire un peu décortiquer, parce que souvent il n'y a pas une seule chose qui a fait qu'on a eu un événement qui s'est produit. Donc on va venir décortiquer un peu tout ce qui s'est produit pour trouver ce qu'on appelle nous les causes racines et essayer de travailler dessus. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire en introduction. Et donc, alors la culture juste, je suis passée un peu vite parce que quand même vous allez peut-être vous poser la question, c'est quoi la culture juste? En fait, c'est pouvoir déclarer dans un environnement, on va dire,
serein et le faire en toute confiance. Voilà. Avec là, quand on est dans une organisation où il y a, on va dire une direction d'établissement, par exemple, bah, c'est voilà le soutien du management. Et puis le travail en équipe, ben oui, c'est important au niveau de la coordination, notamment de la communication. Et c'est vrai que là aussi, vous êtes quand même concerné aussi. Donc l'idée de la sécurité, voilà, c'est tout ça. On va pas réussir à supprimer l'erreur parce que l'erreur, elle est humaine, mais on va essayer d'éviter au maximum qu'elle se produise et surtout quand il en est arrivé un événement, et ben travailler dessus. Ce qui fait qu'on arrive, c'est la flèche de fin, sur une organisation en fait qui va être plus sûre, informée de ce qui s'est passé et apprenante, avec des professionnels qui vont avoir compris que au lieu de venir entre guillemets être stigmatisés, ben non, ils vont pouvoir confronter la difficulté à laquelle ils ont fait face, en parler avec d'autres, venir réfléchir sur ce qui s'est passé. Et en fait, bah, tous ensemble, on va pouvoir agir sur cette sécurité des patients. Voilà en gros ce concept un peu culture positive de l'erreur et culture sécurité. Jérémy, je te laisse la place. Merci Brigitte pour cette introduction. Donc effectivement, bon, tu as déjà donné beaucoup d'informations, mais on va essayer de les reprendre de manière un petit peu plus détaillée du coup. Donc Monsieur le Marchand tout à l'heure de l'ARS effectivement disait que dans le domaine de la santé, on était confronté régulièrement à des événements indésirables. Donc c'est vrai dans le domaine sanitaire, c'est vrai dans le domaine médico-social qu'on accompagne beaucoup. Et du coup, donc, dans ces domaines, il y a une culture du signalement qui est déjà bien, je dirais, bien établie. Donc, c'est tout à fait légitime de présenter maintenant ce projet au monde libéral parce que, bah, je dirais, vous êtes confronté de la même manière aux problématiques que de vos autres collègues. Donc, il est tout à fait normal donc, que ce projet Crexel puisse arriver et vous permettre donc, de déclarer ces événements. Donc, dans le domaine de la santé, on a des professionnels de santé qui prennent en charge des patients et du coup, bah, il y a ce facteur humain qui a une place prépondérante. Et qui dit facteur humain, du coup, dit bah, aussi les failles que l'on peut avoir, donc notamment bah, peut-être des problématiques de routine, donc de stress, de méconnaissance de certaines prises en charge. Et du coup, bah, ça, c'est générateur donc, d'événements indésirables. Et surtout, c'est quelque chose qui est difficile donc de solutionner parce que bah, on ne peut pas automatiser le domaine de la santé et remplacer les professionnels ou tous les professionnels par des machines. On peut certes automatiser certaines pratiques, mais on ne pourra jamais remplacer donc, les professionnels. Donc du coup, il faut partir du principe que on ne pourra pas supprimer les erreurs, comme disait Brigitte, on pourra atténuer, mais à aucun moment on pourra supprimer toutes les erreurs. Donc pour cela, du coup, il faut travailler sur ces erreurs et mettre en place ce qu'on appelle des barrières, soit en amont du problème, des barrières préventives, soit éventuellement des barrières d'atténuation une fois que bah, l'événement, malheureusement, il s'est produit pour en limiter les impacts et du coup bah, sécuriser au mieux la prise en charge de nos patients. Mais pour ça, du coup, bah, pour pouvoir agir, comme ça a été dit précédemment, il faut bah, connaître les erreurs et les dysfonctionnements de manière à pouvoir travailler dessus. Donc la manière de pouvoir les connaître, bah, c'est simplement de les déclarer. Donc on va voir tout à l'heure la plateforme qui sera mise à disposition, mais c'est vraiment cette manière-là unique, je dirais, pour pouvoir avancer, c'est vraiment de pouvoir franchir cette étape de la culture du signalement, qui est des fois pas une étape simple, mais je dirais qui est fondamentale, en tout cas, dans toute la démarche qu'on va vous présenter tout à l'heure. Du coup, voilà, donc quand cette erreur elle est reconnue et déclarée, il y aura cette étape d'analyse qu'on vous a présentée aussi tout à l'heure et qui bah, permettra donc d'apporter bah, une opportunité d'apprentissage et du coup de progrès à la fois pour vous, donc de progrès individuel et également collectif bah, pour les collègues qui vont pouvoir bénéficier du coup bah, des actions qui auront été déterminées suite à votre déclaration.
Et le terme dans la première phrase de non-sanction sur lequel on va revenir après est très important. Du coup, voilà, il faut vraiment sortir de cette notion de sanction, de crainte, de peur de déclarer, parce que c'est pas du tout la philosophie. Et encore une fois, je prends le pendant un petit peu du sanitaire et du médico-social pour lesquels la culture est beaucoup plus avancée. Et c'était vraiment un peu les craintes qu'on pouvait avoir aussi au début dans ce domaine-là. Mais maintenant, voilà, je dirais, la démarche a fait ses preuves et a montré que vraiment, il faut savoir décorréler la problématique du signalement et de la sanction de manière à pouvoir avancer sereinement sur les remontées d'erreurs que l'on peut observer dans le quotidien et dans la prise en charge des patients. Donc, l'objectif, effectivement, est d'améliorer donc ces pratiques professionnelles pour soi, mais également pour les collègues et surtout pour le bien-être des patients que vous prenez en charge. Donc, on a deux petits proverbes que l'on cite régulièrement à Caliris. La seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucun enseignement, et ça, c'est vraiment un point important du coup. Donc, faut pas, et toute erreur enfin, a un intérêt pédagogique et mérite d'être signalée pour pouvoir en tirer quelque chose et un enseignement. Et puis, bah, une erreur non analysée est une erreur qui risque de se reproduire, ça on va le voir juste après, et qui risque de se reproduire malheureusement avec une conséquence des fois plus grave. Et c'est surtout ça ce qui est important, donc de pouvoir signaler des événements qui n'ont pas une importance, enfin qui n'ont pas une gravité importante sur le coup, mais qui pourraient le devenir après. Donc on le verra après, deux diapos après. Diapo suivante, du coup. Bon, ça revient à ce que je disais pour synthétiser un petit peu. Donc, effectivement, pour agir et pour mettre en place des actions d'amélioration, la première étape, c'est de connaître l'événement indésirable. Donc, pour cela, c'est déclarer l'événement indésirable. Et c'est pour ça qu'à notre niveau, du coup, au niveau de ce projet et de tout le personnel qui a travaillé sur ce projet de Crexel, c'est de favoriser vraiment la déclaration des événements indésirables de la part de tous les professionnels, donc en toute transparence, sans peur de représailles, ce que je disais avant, sans crainte. Et pour cela, il y a une charte d'incitation à la déclaration qui va vous être présentée juste après par Camille et Tiffaine, voilà, qui a été signée par toutes les parties prenantes du projet et qui s'engage vraiment à respecter la confidentialité donc des propos qui seront rapportés dans la fiche d'événements indésirables qui sera signalée. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire du projet parce que bah, c'est vraiment un moyen de vous inciter et de vous prouver que bah, votre déclaration, elle est vraiment très, très importante et elle ne sera pas diffusée par ailleurs et ça ne se retournera pas contre vous. Bien au contraire, c'est vraiment fait pour exploiter, je dirais, les problématiques ou les failles qu'il y a pu y avoir dans le déroulé de cet événement indésirable pour travailler dessus et éviter que le problème ne se reproduise. Mais peu importe qui a signalé l'événement indésirable ou qui a rencontré l'événement indésirable, ça ne remontera pas. C'est vraiment pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la nature du problème en lui-même. Voilà, mais pas la personne qui a déclaré l'événement. Sur cette diapo-là, on voulait vous montrer un petit peu les différents niveaux de gravité d'un événement indésirable. Vous voyez, sur une même scénette, on peut voir différents niveaux de gravité. Donc voilà, il y a un pot de fleurs qui tombe d'un premier étage. Et selon le moment en fait où l'événement va se produire, on va voir que la conséquence, elle va avoir des effets complètement différents. Donc sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle des incidents ou des presque accidents, avec du coup un événement qui n'a pas de conséquences sur la santé de la personne. On pourrait remplacer la personne par un patient. Donc là, ça passe un peu de manière transparente. Alors que sur la partie droite, vous avez ce qu'on appelle un accident ou un accident grave avec des conséquences qui sont moyennes À quoi? Je dis comme ça. Ah, il y a un micro qui est activé. À des conséquences moyennes à graves, du coup. Voilà. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que bah, plus on déclare un événement
tôt, je dirais sans conséquence, plus on a de chances que l'événement grave qui se trouve sur la partie droite ne se produise pas. Et c'est vraiment ça la philosophie également de la démarche, d'arriver à déclarer des événements qui n'ont pas encore eu une conséquence très importante, de manière à éviter les événements graves. Je dirais toute la démarche qu'on va vous proposer, qu'on va essayer de mettre en place, c'est justement d'éviter la survenue d'événements graves, même si c'est toujours pas, c'est impossible, je dirais, parce que forcément, à un moment ou à un autre, on en rencontrera. Mais l'objectif, c'est de limiter vraiment la survenue de ces événements graves. Et pour cela, bah, il faut déclarer au plus tôt les incidents ou les presque accidents, parce que c'est ces événements-là qui sont générateurs d'événements plus graves ensuite. Voilà. Donc voilà le message vraiment qu'on voulait faire passer, d'arriver à déclarer ces premiers types d'événements. Ensuite, on voulait vous donner également quelques exemples concrètement, parce que là, on parle d'événements, mais un peu abstraits. Concrètement, dans votre quotidien, voilà, qu'est-ce que vous pouvez rencontrer? Et je pense qu'on vous donnera la parole, vous aurez la parole à la suite de ces exposés pour présenter un petit peu ou faire part un petit peu de vos expériences pour savoir dans votre quotidien quel type d'événements indésirables vous pouvez rencontrer. Là, on vous en a listé quelques-uns qu'on a pu relever par-ci par-là. Donc des chutes au domicile du patient, cabinet, de kiné, des non-respects de consignes par le patient. Donc ça, je pense que ça doit arriver régulièrement. Des erreurs de prescription ou d'administration de médicaments. Donc ça, des fois, avec des conséquences plus ou moins graves. Des erreurs d'identification de patients sur l'ordonnance, par exemple. Donc ça, c'est également des événements qui peuvent avoir des conséquences très importantes. Et puis des oublis de transmission de résultats biologiques, des problématiques de dossiers informatisés, de non-accès à des informations. Ça, je pense que c'est des éléments qui doivent vous parler et que vous devez rencontrer dans votre exercice libéral. Donc, je pense qu'on reviendra après, Camille, en donnant la parole tout à l'heure. Là, sur cette diapo-là, tout à l'heure, donc, Mathieu Lemarchand a parlé d'un certain nombre de types d'événements indésirables, avec effectivement d'autres types d'événements qui auront un caractère plus réglementaire, qui devront être signalés sur la plateforme. Là, on va rester sur des événements, je dirais, plus traditionnels, que même si pour moi, tous les événements, vous pouvez les déclarer sur la plateforme Crexel, et après, de toute façon, il y a un arbitrage qui sera fait par le comité opérationnel pour assurer cette classification des événements. Donc, on distingue traditionnellement trois types d'événements. Donc, les événements indésirables simples, les événements indésirables associés aux soins, donc EIAS, et les événements indésirables graves associés aux soins, les EIGS. Donc, bon, sans rentrer trop dans les définitions un peu rébarbatives, voilà, un événement indésirable, simplement, c'est une situation qui s'écarte d'une procédure ou d'une situation, on va dire, normalisée. Voilà, sans plus de définition que ça. Vous avez le détail ici. Non, on va revenir juste un petit peu encore, ouais. Sur un événement indésirable associé aux soins, donc c'est un événement inattendu au regard de l'état de santé de votre patient et qui peut avoir des conséquences potentiellement préjudiciables, mais pas avec une gravité encore trop importante. Et par contre, le IGS, donc événement indésirable grave associé aux soins, donc là, c'est un événement inattendu au regard de l'état de santé de votre patient et qui, là, par contre, répond à 3 critères de gravité, à savoir soit le patient est décédé, soit son pronostic vital est mis en jeu, soit il y a un déficit fonctionnel permanent également qui est survenu. Voilà, donc c'est vraiment ces 3 catégories qui permettent de basculer un EIAS en EIGS. Bon, je ne vais pas vous noyer, vous perdre un peu plus dans cette terminologie-là. De toute façon, nous, ce qu'on a défini au niveau du COMOP et du projet, c'est que de toute façon, vous déclariez vraiment tous les événements indésirables sur la plateforme Crexel. C'est ce qui vous sera dit de toute façon tout à l'heure. Et après, encore une fois, les personnes qui gèrent ce projet-là prendront le relais pour la classification. Donc là, on vient de voir toute la partie plutôt signalement et avec la typologie d'événements indésirables. Et après, une fois que ces événements sont déclarés, du coup, il y a une autre étape qui doit être mise en œuvre. C'est ce qu'on appelle l'analyse des causes profondes, l'analyse approfondie des événements indésirables, de manière à déterminer un petit peu quelles sont les causes qui ont pu contribuer à la survenue de l'événement indésirable.
Et suite à ça, on va identifier donc des points faibles et on va mettre en place des actions d'amélioration pour déterminer, enfin, élaborer un retour d'expérience. Et l'objectif, c'est que ces actions d'amélioration, on puisse les partager auprès des autres collègues pour que un événement qui est intervenu chez quelqu'un puisse bénéficier, je dirais, à quelqu'un d'autre, aux autres professionnels qui pourraient rencontrer les mêmes problématiques dans leur quotidien. Et c'est vraiment ça la philosophie de la démarche, c'est pouvoir de bénéficier, je dirais, donc du retour d'expérience de l'ensemble des collègues qui auraient pu rencontrer des problèmes qu'on pourrait avoir chez soi. Ça, c'est vraiment ça la force, je dirais, du collectif et de ce projet, parce que c'est un projet qui va pouvoir impliquer de nombreux professionnels et du coup, vous allez pouvoir bénéficier de nombreux autres événements qui auront été déclarés par ailleurs. Euh, Quand on parlait d'analyse tout à l'heure, je parlais juste avant d'analyse. Bon, sans rentrer non plus trop dans la théorie, je vous ai dit qu'un événement, voilà, il n'était jamais lié à une seule cause. Donc, notre travail et le travail d'analyse des causes qui sera fait par les analystes qui recevront les événements indésirables le travail sera donc de déterminer quelles ont été les différentes causes de l'événement indésirable pour déterminer des actions d'amélioration pertinentes. Donc, on a un modèle qui s'appelle donc le modèle de Reason, donc le nom du scientifique qui a élaboré cette cartographie. Et on parle d'approche systémique, donc c'est une approche globale parce que c'est pas s'arrêter uniquement sur les erreurs que l'on peut voir ou qu'on le croirait uniquement suite à la survenue de l'événement indésirable. Donc, vous voyez, un événement indésirable, les causes d'un événement indésirable sont répertoriées dans 7 catégories. Sans rentrer trop dans le détail, on a des erreurs qui sont liées au patient lui-même. Par exemple, le patient, il a des antécédents, il a un état de santé fébrile, il est peut-être non communicant. Ça rajoute un facteur du coup lié au patient. Vous avez également des erreurs qui peuvent être liées ce qu'on appelle aux tâches à accomplir. Par exemple, la planification des soins qui n'a pas été respectée, un examen qui n'a pas été fait correctement. Ça, c'est un exemple de cause qui peut être liée à l'événement indésirable dans la catégorie tâches à accomplir. On a également des facteurs qui sont liés aux professionnels de santé. Tout à l'heure, je vous ai dit que le facteur humain était le facteur prépondérant dans la survenue des événements indésirables. Donc, le professionnel, peut-être, il a manqué de concentration à un moment donné. Peut-être qu'il avait une charge de travail qui était trop importante. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être qu'il était malade. Donc, du coup, voilà, ça rajoute ça un facteur lié au professionnel qui n'est pas forcément évident, je dirais, à appréhender en premier abord. On a également des facteurs liés à l'équipe, au fonctionnement de l'équipe. Vous ne travaillez pas de manière isolée, même si vous avez une activité libérale, il y a des professionnels d'amont, des professionnels d'aval, du coup, voilà, avec lesquels vous partagez des informations. Peut-être que l'information ou la communication avec vos collègues, elle n'a pas été satisfaisante. Il y a eu de la perte d'information, peut-être, voilà. Donc ça correspond aux erreurs les plus visibles, on va dire, à celles auxquelles on pense en premier, les erreurs patentes, donc toutes celles qui sont plus proches de la petite figure en rouge. Et puis, on a également toutes celles qui sont un peu moins envisageables, donc tout ce qui est lié aux locaux, par exemple l'environnement de travail, l'informatique, vos systèmes d'informatique, peut-être, il n'est pas sécurisant, vous n'avez pas des alertes peut-être qui vous permettent d'être vigilant sur certaines prescriptions. Enfin, voilà, des exemples. Donc tout ça pour vous dire que un événement indésirable, il est composé donc de différents, différents facteurs ont permis de la contribution et la survenue d'un événement indésirable. Et si malheureusement il n'y a pas de barrière qui permette de bloquer, vous voyez les petits trous dans chacune des plaques que l'on voit, s'il n'y a pas des barrières ou des actions qui ont été mises en face de ces trous, et ben malheureusement, il peut y avoir un concours de circonstances qui fait que tous ces facteurs ont pu générer la survenue d'un accident. Donc le travail de l'analyse, en fait, c'est de mettre en place des filtres et de boucher un peu tous ces trous là de gruyère que vous pouvez voir. C'est de boucher tous ces trous ou d'en boucher un maximum pour mettre en place des barrières et éviter qu'au final, l'incident ou l'accident ne se produise en bout de chaîne. Voilà vraiment
ça la philosophie sur laquelle on va travailler. Et pour ça, il faut mettre en place donc des analyses. Donc, partager les événements indésirables, partager les analyses, et bien avoir à l'esprit qu'un événement indésirable, il peut survenir auprès de tous les professionnels. Donc, tout le monde est concerné, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà. Et quelle que soit la vigilance que vous avez, malheureusement, personne n'est à l'abri. Et puis, bien sûr, se servir, ce que je viens de dire à plusieurs reprises, donc des erreurs des autres pour améliorer ses pratiques et s'améliorer soi-même. Et du coup, sécuriser au mieux la prise en charge du patient. Et pour résumer, du coup, Brigitte a introduit avec tout à l'heure la culture sécurité. Donc, je conclus également cette culture de la sécurité en global pour bien vous rappeler que cette culture de la sécurité, elle est le fruit donc de la composante de la culture positive de l'erreur, donc du signalement que vous pourrez faire, vous, sans crainte de représailles de vos événements indésirables, et de la culture du retour d'expérience, donc de l'analyse des événements indésirables, des actions d'amélioration qu'on aura pu déterminer suite à l'analyse, et puis du partage de ces actions d'amélioration, de ces fiches de retour d'expérience auprès de vos collègues. Donc, toute cette somme, je dirais, de culture positive de l'erreur du signalement, plus le retour d'expérience, est fait vraiment pour sécuriser au mieux la prise en charge de vos patients. Et c'est vraiment ça la finalité donc, du projet, de toute façon, c'est d'améliorer la sécurisation de la prise en charge de vos patients. Voilà vraiment ce que je voulais vous dire pour cette intervention. Merci beaucoup. Du coup, ça nous donne pas mal d'éléments, en tout cas de cadrage et de concept. Je ne sais pas si vous voulez d'ores et déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Sinon, on passe au pratico-pratique et comment on peut déclarer quand on est professionnel de santé dans le secteur libéral. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui veulent intervenir ou est-ce qu'on réserve ce temps-là plutôt pour la fin? Bon, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez. Du coup, là, on va passer vraiment à finalement comment on pourrait déclarer un événement indésirable. Donc, on va vous présenter là, juste après, Tiffaine va vous présenter la plateforme Crexel, le dispositif donc, pour vous, les professionnels de santé libéraux. Et puis, on vous a remis en lien et vous aurez le diaporama sur le site de l'ARS ou sur le site de Caliris, plein d'informations utiles, en tout cas sur ce que vous venez de voir. Tiffaine, je te laisse. Ouais. Alors, je vais prendre le relais pour effectivement, et merci encore hein, pour ces propos introductifs et ce cadrage effectivement sur l'intérêt de toute la démarche. Euh, je, je, je vais pas faire un sondage parce qu'on l'a pas prévu en ligne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette plateforme de déclaration, la plateforme Crexel, hein, donc qui est vraiment dédiée en libéral et une initiative pardon de la région Centre-Val de Loire ou pas du tout, ou alors je me lance dans la présentation Vous pouvez peut-être pour réagir passer en dans le mettant concret. un pouce. Ok. Donc, cette plateforme... Ah oui, Morgane, je vois ton pouce passer. Donc, cette plateforme, tu peux remettre la slide d'avant, s'il te plaît, Camille. Vous pouvez, bon, de toute façon, effectivement, vous Si? avez le QR code pour y accéder de façon simple par le QR code. Sinon, vous cassez pas la tête, c'est tout simplement crexel.fr. Donc, vous pouvez directement aller sur ce lien internet crexel.fr sur lequel vous arrivez à la plateforme. La plateforme est faite en deux. Vous voyez l'environnement. Il y a effectivement la connexion et après la connexion. Elle se fait, vous identifiez. Alors, l'identification est très simple. On n'a pas de validation de notre côté des comptes et de vos de RPPS, etc. C'est vraiment une adresse mail et un identifiant. Si jamais vous y allez, je vous demanderai d'être vigilant là-dessus pour bien vous identifier.
pour que quand même on sache que vous êtes bien professionnel de santé, même si on ne vous demande pas une authentification en bonne et due forme via votre RPPS. Donc, vous vous enregistrez. La première connexion, ça se passe comme ça. Bonjour, je remplis donc ma profession, mon téléphone, mes informations personnelles et vous avez accès ensuite à un environnement de, entre guillemets, formation, ou plutôt d'information sur tout ce qui vous a, une bonne partie vous a été dite ce soir sur la culture positive de l'erreur. Voilà, sur la différence entre les EIAS, etc., et l'intérêt pour le Crexel. C'est du e-learning, hein, donc c'est des petites sessions de 20-30 minutes, voire 40, qui ne sont pas obligatoires pour pouvoir déclarer ensuite. Quand le projet a été initié, il fallait absolument suivre ces modules pour pouvoir déclarer. C'est passé en non obligatoire, mais c'est vraiment pour votre culture, pour revoir ce qui a très bien été présenté ce soir. Voilà. Donc vous avez accès à cette ressource de Clémentaire. Et ensuite, vous avez un onglet déclarer où effectivement, là, vous êtes aussi libre de déclarer ce que vous voulez. Dans le sens où on vous demande pas, on n'exige pas du nominatif, ni patient, ni des autres professionnels de santé, etc. C'est vraiment déclarer un événement sans cibler, sans viser des personnes. On est toujours dans cette culture positive, c'est-à-dire comment on peut mieux avancer ensemble sur, et on l'a encore vu ces dernières semaines, souvent les erreurs euh, peuvent être les mêmes dans différents secteurs géographiques, d'où la plateforme est bien sûr régionale, ce qui nous permettra effectivement, comme l'a été dit précédemment, d'avoir une plus-value sur l'ensemble des événements et de pouvoir vous fournir des fiches en disant effectivement moi j'ai fait cette erreur-là et enfin il s'est passé ça dans mon cabinet ou avec mes collègues. Peut-être qu'à l'autre bout de la région, il s'est passé la même chose. On pourra consolider et accompagner effectivement des fiches pratiques pour savoir, au lieu de paniquer, se rassurer aussi de se dire, finalement, mon homologue a fait exactement la même chose il y a 6 mois, il y a 3 mois dans un autre secteur géographique. C'est pas grave pour moi, ça m'incite aussi à partager mes erreurs, entre guillemets, pour pouvoir améliorer la prise en charge et la façon dont je réagirai et dont mes collègues réagiront la fois d'après. C'est vraiment un processus de capitalisation pour d'une part, vous aider et aussi vous rassurer, puisque, comme il a été dit, on fait tous des erreurs et pas uniquement dans notre travail, dans nos vies quotidiennes également. Où est ma clé? J'ai perdu ma clé, j'ai perdu ma carte bancaire. Voilà, donc c'est très simple. Il n'y a pas de champ obligatoire, vous mettez ce que vous voulez. Et après, on vous expliquera effectivement le processus de traitement qui est fait derrière, puisqu'il y a des vrais humains, on n'est pas une IA derrière pour analyser ces déclarations et pour revenir vers vous en fonction, comme l'a dit Jérémy, et l'ARS, de la, entre guillemets, qualification de la gravité. Voilà. Merci Tiffaine. Du coup, je complète, hein. Du coup, on a vraiment une charte d'incitation à la déclaration, hein, qui est posée aussi sur cette plateforme et qui est un engagement collectif, hein, à la fois de l'équipe projet Crexel, mais aussi de nos partenaires et puis vous. C'est vraiment sur des principes qui fondent cette charte, qui sont l'objectivité, hein. On est sur des faits observables, les concepts de culture positive de l'erreur, la confidentialité anonymat, donc pas d'information nominative, une discrétion assurée,
Une exhaustivité, c'est-à-dire que on signale les événements indésirables associés aux soins et puis ce dispositif vient en appui, en tout cas, à cette démarche. Et donc voilà, ce qu'on disait, ça ne se substitue pas aux déclarations officielles. Et puis enfin, rester en tout cas sur un climat de bienveillance, donc sans sanction et en étant dans une démarche du coup plus formative et d'amélioration des pratiques professionnelles. Voilà, donc cette charte, elle va être signée en tout cas très prochainement par tous les partenaires et puis elle sera à dispo aussi sur la plateforme. Donc finalement, quand on déclare, qu'est-ce qui se passe après? Donc si vous déposez une déclaration d'événement indésirable sur la plateforme, donc vous voyez, là, on vous présente vraiment un schéma récapitulatif du dispositif. Donc l'EI survient. Donc la priorité, c'est bien sûr bah, de constater en tout cas que c'est quelque chose qui s'est passé d'indésirable ou un fait exceptionnel qui arrive, ou enfin voilà, une erreur. Et donc la priorité, c'est bien sûr la prise en soin du patient et c'est prioritaire. Et puis après, du coup, voilà, vous faites tout ce que vous avez à faire en tant que professionnel de santé. Et puis, donc, vous pouvez le déclarer sur la plateforme, donc via le formulaire que nous avons montré. Vous pouvez informer le patient, en tout cas que vous déclarez sur une plateforme l'événement indésirable et les autres professionnels de santé du parcours de soins. Donc, exemple, si vous êtes en MSP, voilà, que ça ait lieu dans la MSP, vous pouvez informer vos collègues de MSP de la déclaration. En troisième étape, donc, nous allons recevoir les déclarations. Donc, les responsables, en tout cas, de cette réception à ce jour, donc, sont moi-même et Tiffaine. Donc là, à ce jour, voilà, on a pas de déclaration de professionnels de santé sur la plateforme. Donc, l'objectif, c'est que il y en est sur la plateforme pour le secteur libéral. Et puis, c'est de pouvoir les classer par type, gravité. Donc, tout ça, on le fera en comité opérationnel, hein. C'est un comité qui se réunit une fois par mois pour ce projet. Et puis, bah, bien sûr, si c'est un EIGS, donc un événement grave, il y aura un circuit spécifique où on pourra orienter les personnes. Ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, donc, il y a la quatrième phase qui est du coup l'analyse. Donc là, qui pourra en tout cas nécessiter une demande de précision, de vous passer un appel téléphonique, vous faire un retour par mail pour demander des précisions, ce que je disais. Et puis bah, là, du coup, Caliris pourra bien sûr être en appui puisqu'ils ont l'expertise en tout cas de cette analyse d'événements indésirables. Et ensuite, on pourra vous faire un retour avec des propositions d'actions correctives. Alors souvent, quand il y a un événement indésirable, dans votre pratique au quotidien, vous mettez déjà en place des actions correctives. Donc ça, n'hésitez pas dans la déclaration à mettre déjà, voilà, par exemple, on pourrait citer comme exemple, je sais pas moi, une erreur d'administration, un vaccin, vous avez stoppé le soin, vous avez déjà fait ça, prévenu le médecin, enfin voilà, donc vous avez déjà mis des choses en place, donc vous pouvez déjà les inscrire dans votre déclaration et après sur les actions correctives qu'on peut proposer, c'est pour traiter plus particulièrement les causes de cet événement qui est survenu. Et puis ensuite, il y a toute la phase de communication. Donc, c'est vraiment capitaliser les expériences de tous. Donc, prochainement, on mettra aussi une boîte à outils sur la plateforme pour capitaliser des fiches rétex avec des situations qui peuvent être communes aux professionnels de santé libéraux, et puis vous puissiez les retrouver pour voilà, prendre connaissance de bah, qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer, prévenir cet événement.
Et ce que je disais enfin, donc la dernière étape, c'est vraiment tout le suivi et l'amélioration continue. Donc nous-mêmes, on est en dispositif et déploiement de projet de ce dispositif Excel. Donc on pourra ajuster aussi tous nos process en comité opérationnel et en comité de pilotage pour ajuster au plus près de votre pratique. Voilà, et donc ce que je vous disais, une boîte à outils à venir sur la plateforme, donc, qui est en construction. Donc maintenant, nous allons passer, alors nous avons au niveau du timing, on a 10 minutes pour l'exemple de traitement d'un signalement pour laisser un temps de questions-réponses après en fin de webinaire, si ça vous va, Jérémy, Woodline et Brigitte. D'accord, Camille. Alors, je veux bien la diapo suivante. Donc, je vais faire assez rapide. Non, celle d'avant. Ah, pardon, Mais du excusez-moi. coup, Jérémy, je vais raconter l'histoire. Ça t'évitera de redire tout le scénario si tu... Enfin, toute la chronologie. Ouais, Alors, bah, vas-y. juste pour vous expliquer, normalement c'était une petite vidéo, un scénario qu'avaient fait nos collègues de la SRA de Bourgogne-Franche-Comté. Mais là, j'ai pas retrouvé la vidéo, donc je vais en quelques mots vous donner l'histoire. Elle est un petit peu vieillotte, et donc j'en profite pour faire un appel parce que si vous avez un EI qui pourrait servir effectivement de retour d'expérience, nous on est tout à fait prêt chez Caliris à le mettre en petit format vidéo d'apprentissage euh, voilà, pour aller vers quelque chose d'un peu plus actuel. Donc là, l'histoire, elle se lit un peu dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez un monsieur qui vient de rentrer à domicile après être hospitalisé, son infirmière libérale qui est passée le soir, et elle constate, ce monsieur étant sous anticoagulant, elle constate qu'il y a un changement de traitement de Préviscan, et donc elle administre la dose prescrite, elle lui prépare son pilulier. Quelques jours après, il a une prise de sang de contrôle normale, enfin, qui était prévue. Et vous avez en dessous la secrétaire qui apporte au médecin les résultats de la prise de sang, où là, il s'avère qu'il y a un INR très élevé. Donc, le médecin traitant est alerté et il appelle le patient pour lui demander de faire venir sa fille chez lui. On n'a pas trop le détail de toute l'histoire. Le médecin traitant vient à domicile, c'est la dernière petite diapo sur la gauche où là il se retrouve avec le monsieur et la fille. Donc d'une part, le médecin traitant n'était pas informé que le monsieur était sorti de l'hôpital. Ensuite, la fille s'aperçoit qu'elle avait oublié dans son sac à main une prescription d'INR de contrôle qui lui avait été remise à la sortie de l'hôpital. Et du coup, au regard du risque hémorragique, le patient retourne à l'hôpital puisque l'INR est très élevé. Voilà un peu l'histoire. Jérémy, à toi. Il te reste 8 minutes. Il faut que tu rouvres ton micro, Jérémy. Du coup, non, bah Brigitte, de toute façon, tu viens de redire la partie, je dirais, de la chronologie. Après, alors attends, parce que je suis un petit... Ouais, bah, ce qu'on voulait après, c'est vous faire participer peut-être pour vous demander un petit peu à votre avis, qu'est-ce que vous considérez comme événement indésirable associé aux soins dans le récit qui vient de vous être fait par Madame Lecomte, du coup. Ah oui, voilà, donc les trois choix qui vous sont proposés. Donc, est-ce que l'événement indésirable pour vous, c'est l'augmentation de la valeur de l'INR avec le risque hémorragique? Est-ce que c'est le fait que le médecin n'ait pas été prévenu ou c'est le risque de réhospitalisation? Voilà, donc normalement, vous pouvez soumettre votre choix en direct. Alors, je ne sais pas si nous, on peut voir les résultats en direct, par contre. Moi, je les vois, donc je vais vous les partager. D'accord. Il faut que je mette fin au sondage. Oui, 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 tout à fait, c'est pour ça. Ouais, ouais, ok. Je sais pas s'il y a d'autres personnes. Alors, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Normalement, vous les voyez. Euh,
Je ne les vois pas encore. On voit que On son ne les voit propre pas, choix. Camille. Non. Ah, On ne les voit pas, les résultats. d'accord. Alors, moi, je peux vous les lire parce que j'ai la lecture aussi. Donc, sur l'augmentation de la valeur de l'INR, d'où un risque hémorragique, on a réponse 4 sur 9 personnes. Médecins non prévenus, 3 sur 9. Réhospitalisation, 2 sur 9. Ouais. Donc effectivement, donc le pourcentage le plus élevé sur l'augmentation de l'INR, voilà, qui correspond bien à l'événement indésirable déclaré. Les autres seront des causes effectivement qui pourront, pour le médecin non prévenu, ou des conséquences pour le risque de réhospitalisation. On avait également un autre sondage qui... Ouais. Alors, celui-là, on vient de le voir, oui. Donc, c'est bien effectivement l'augmentation de la valeur de l'INR pour l'événement. Et la cause immédiate, cette fois, donc, quel est vraiment pour vous le rapport direct, enfin, l'événement qui a permis d'entraîner directement l'événement? Alors, par contre, on a encore Ouais, le c'est pas le bon résultat. sondage. Ouais, on a le Non. résultat de l'autre avant. Hmm. J'essaye d'être opérationnelle. Ça y est. Merci. Merci. Donc, trois causes vous sont proposées. Donc, défaut de contrôle de l'INR à la sortie de l'hospitalisation, l'ordonnance non transmise par la fille du patient ou l'infirmier qui hésite à appeler le médecin. Donc, Alors, je mets fin au sondage. Ouais. donc, nous, on voit toujours pas les résultats Donc, du on ne voit coup. toujours Ouais. pas. Donc, je Non, vous l'ai dit, 70% défaut de contrôle de l'INR à la sortie d'hospitalisation, 20% ordonnance non transmise par la fille du patient et 10% IDE qui hésite à appeler le médecin. ok. Donc oui, c'est bien ça dans la majorité, effectivement. Le défaut de contrôle de l'INR à la sortie de l'hospitalisation qui effectivement a directement entraîné cette conséquence-là. Les autres sont des causes un petit peu plus profondes, même si effectivement, c'est des causes qu'on mettrait en évidence également. Mais c'est bien celle-ci qui apparaît en cause immédiate. Bon, donc c'est bien. La philosophie est bien comprise, mais du coup, on travaillera sur l'ensemble de ces facteurs-là. Du coup, pour avancer rapidement, Audeline, je ne sais pas si tu veux aussi oui, peut-être compléter, elle peut prendre le peut-être. relais si elle veut, oui, pas de Ah, souci. Je si. vais juste dire qu'en fait, ce cas est un cas qui est très souvent retrouvé dans nos pratiques. On a tous été confrontés au moins une fois dans nos pratiques à ce genre de difficultés et c'est pour cette raison, je vais redire encore ce que vous avez dit depuis le début, qu'il est important de faire ce type de déclaration pour qu'on puisse améliorer nos pratiques. Après, pour la suite, il n'y a pas de souci, Jérémy, hein, je te laisse continuer. Non, non, mais il n'y a pas de souci, peu importe. De toute façon, bah, après, le timing Il faut aller vite. étant oui, assez limité, je vais aller assez vite. De toute façon, sans aller forcément dans le détail de tous les éléments, je pense que voilà, ce que j'ai dit depuis le début, c'est qu'un événement, il n'a pas une seule cause, je dirais, immédiate ou profonde. Donc, c'est un ensemble d'événements, un ensemble de dysfonctionnements qui ont pu entraîner l'événement indésirable. Donc là, on voit qu'effectivement, le médecin traitant n'a pas été prévenu lors de la sortie lors de la sortie du patient de l'hôpital, avec un défaut de communication entre les différents acteurs et pas d'envoi de lettres de liaison, notamment qui a permis d'assurer la transition et la continuité de sa prise en charge. Défaut de conciliation également à la sortie donc, du patient de l'hôpital pour assurer une continuité de ses traitements médicamenteux, notamment. L'oubli de la prescription de INR de sortie, donc ça on l'a vu par la fille qui l'avait oublié dans son sac, le dossier de communication entre l'infirmière et le médecin traitant, et puis éventuellement peut-être des problématiques de routine de l'infirmière qui était habituée à certaines pratiques et des jours notamment de contrôle d'INR ou d'échange avec les médecins, et peut-être que voilà, ça induit des habitudes et des mauvaises habitudes et des erreurs dans les pratiques. Voilà.
Ces dysfonctionnements-là, du coup, on les retrouve. Alors, c'est pareil, là, je ne vais pas détailler pour gagner du temps. Tout à l'heure, je vous ai parlé avec le diagramme de Reason des 7 catégories. Du coup, donc, ces 7 catégories sept catégories de facteurs, on les retrouve ici. Et les facteurs qu'on a vus à la diapo d'avant, du coup, les dysfonctionnements, on les retrouve si on appuie, enfin, je pense que la diapo, elle n'est pas entière, là, voilà. On les retrouve du coup dans ces 7 catégories-là. Donc l'objectif, c'est que chacun des dysfonctionnements, on arrive à les répertorier dans chacune des catégories. Alors même si on se trompe d'une catégorie, c'est pas dramatique, hein, je dirais, on n'est pas puriste. Enfin, personnellement, je suis pas un puriste à ce point-là. L'objectif, encore une fois, c'est de travailler sur les dysfonctionnements identifiés et d'arriver à identifier des actions d'amélioration sur chacun de ces points pour voir ce qui est important à mettre en œuvre pour éviter que le problème ne se reproduise. Donc voilà, je ne vais pas les reprendre parce que pour ne pas perdre trop de temps, on va passer à la diapo d'après. Du coup, pour que chacune en fait de ces actions, de ces dysfonctionnements, on met en face des actions correctives. Et là, voilà des exemples d'actions qui ont pu être identifiées suite aux dysfonctionnements relevés. Donc en allant très vite, donc une des actions, c'est amélioration de la communication entre le praticien hospitalier et les professionnels de santé libéraux, notamment avec une lettre de liaison à établir en temps réel à la sortie du patient lors de son hospitalisation. En libéral, consolider la communication entre l'infirmière et le médecin par le suivi des soins du patient. Euh, En cas de doute de l'IDEL à la sortie de l'hospitalisation du patient, prévenir systématiquement le médecin. Instauration d'une procédure de communication hôpital-ville avec transmission de la prescription du contrôle de l'INR de sortie au médecin traitant, plus infirmier, plus pharmacien. Et amélioration de l'éducation thérapeutique du patient ou de la famille et de l'information donnée au patient famille d'une manière générale pour s'assurer de sa compréhension avec toutes les informations qui ont pu lui être données. Donc là, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'actions d'amélioration qui ont été déterminées en fonction des dysfonctionnements qui ont été relevés précédemment. Donc ce qu'on préconise après, à la diapo d'après, c'est de ne pas retenir l'ensemble des actions parce que vous pourrez pas forcément, on ne peut pas travailler sur tout simultanément. L'objectif, c'est de retenir 2, 3 actions grand maximum et de les prioriser en fonction de leur faisabilité, de leur coût, de leur efficacité. Donc, une action qui est peut-être longue à mettre en œuvre, difficile à mettre en œuvre, coûteuse, et ben celle-là, on la met peut-être de côté. L'objectif, c'est de travailler sur des actions les plus faciles à mettre en œuvre pour rapidement solutionner au moins ce problème et que les actions, elles soient visibles pour les professionnels et qu'on arrive à les partager rapidement. Voilà vraiment la philosophie de la démarche, c'est de travailler sur des actions les plus simples possibles et les plus efficaces, surtout de manière à éviter que le problème ne se reproduise. Voilà vraiment la philosophie de la démarche et ne pas travailler de manière exhaustive sur tous les dysfonctionnements parce que c'est impossible. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, vraiment prioriser vos actions. Et en synthèse, après, comme tu veux, Brigitte, ou je conclus, mais si tu veux reprendre le relais comme tu veux, mais Merci Jérémy. J'ai peur que Camille me dise que j'ai 20 oui, bah oui, c'est secondes. ça, je Donc, sais pas. En 10 secondes déclarer, alors. analyser, s'améliorer. Améliorer, Voilà, voilà. vous aurez de toute façon le diaporama et on vous remercie. Je suis vraiment contente. Je vois que les 20 personnes connectées sont toujours présentes. Très bien. Du coup, on va laisser le temps justement à la salle si vous voulez échanger, poser vos questions. J'arrête le partage puisque c'est la dernière diapo, celle-ci, et je vais vous mettre un lien aussi dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur ce dispositif qu'on vient vous présenter, donc qui va prendre aussi en expérience hein, lui-même, puisque enfin voilà, on va aussi s'adapter aux déclarations qu'il y a sur le secteur de la ville. Je tiens juste à dire que ce qui sera intéressant, c'est que, en tout cas pour les MSP et les ESP, qu'on ait une charte, qu'on mette en ligne la charte pour que chaque professionnel des maisons de santé et des ESP puisse faire les déclarations quand il y en a besoin. Euh,
effectivement, en maison de santé, on a le médecin à côté, on est une équipe, donc effectivement, on arrive à plus communiquer. Mais des fois, on est fatigué, la fatigue, le stress peut faire que on passe à côté de certaines choses. Donc, l'idée, c'est d'utiliser cet outil euh, au quotidien et de se le partager dans nos maisons de santé. Donc, la FMPS, de toute façon, mettra en ligne pour toutes les maisons de santé et toutes les MSP, en tout cas adhérentes, il y aura comment dire, un onglet pour pouvoir faire ces déclarations, pour enfin retrouver les déclarations, en fait, pour que les gens puissent avoir le lien vers cette déclaration. Oui, oui, puis l'échelle, en tout cas, MSP, elle est intéressante parce que c'est déjà des équipes qui se connaissent bien et qui peuvent, Hum, en tout cas, évoquer ces sujets-là sans difficulté. Et puis, Sans stress et sans angoisse. C'est surtout cela, parce on est tous des humains, on n'est pas infaillibles. Voilà. c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions aussi sur la plateforme? N'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas non plus, hein, si vous avez besoin de compléments pour la plateforme ou pour présenter à vos collègues. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous pouvez nous contacter aussi pour ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Bonjour, je suis coordinatrice du coup d'une CPTS de la région et j'ai vu dans la plateforme que vous demandiez aux personnes qui déclarent de quel CPTS ils dépendent. Est-ce que c'est qu'à notre échelle, on recevra peut-être des statistiques ou des choses plus précises sur notre territoire ou c'est pas prévu? Aujourd'hui, sur la plateforme, on demande si le professionnel est en exercice coordonné, CPTS, MSP, ESP. Alors, ça sera nous pour nos suivis d'indicateurs. Tiffen, tu veux peut-être prendre la Oui, parole? alors en fait, pour vous répondre, la coche CPTS est facultative. Vous le verrez. En fait le projet à l'origine était porté par des CPTS. Donc l'échelle de CPTS avait été privilégiée pour favoriser ces échanges. C'est un échelon qui a été décidé entre guillemets, de faire sauter, c'est pas joli comme mot, mais pour justement faciliter l'accès au plus grand nombre, y compris à des professionnels qui ne sont pas membres de CPTS de fait. Par contre, ça ne vous empêche pas effectivement, donc un professionnel ne voulant pas mettre sa CPTS ou n'étant pas en CPTS, etc., peut quand même déclarer sans aucun problème. Et ça ne nous empêche pas effectivement de revenir vers vous en tant que coordinatrice. Vous nous mettez un petit message en disant bah moi je suis de là, j'aimerais le suivre et puis on revient vers vous sans aucun problème. Je pense que c'était pour l'intérêt de suivre aussi les professionnels de santé de votre territoire et leur activité sur ce sujet. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je me sens plutôt concernée. J'ai été encore directrice d'EHPAD il y a quelques semaines, donc voilà, la culture de la FEI, du CREX, elle est bien ancrée encore en moi. Donc oui, je trouve ça intéressant. Je trouve ça surtout intéressant s'il y a notamment des axes d'amélioration. Ça peut aussi donner d'idées de protocoles de coopération, enfin, de choses qu'on peut mettre en place vraiment sur notre territoire. Donc si on sait ce qui se passe plus sur notre territoire, on peut agir en fonction, quoi. Oui. Alors, mais vraiment sur l'historique, on a enlevé cette coche obligatoire de CPTS. Mais par contre, vous nous dites, vous faites un petit mail en disant j'aimerais suivre et on vous tient au courant sans aucun problème. Oui. Ok, merci. On voulait pas que ça soit un facteur bloquant en fait. Hein. Voilà. Oui, oui, vous avez raison. Et si vous avez des idées pour qu'on améliore auprès des professionnels de votre CPTS, n'hésitez pas à nous en faire part. Ok, bah, je vais déjà essayer de les convaincre sur le sujet. Super, bravo. Merci beaucoup. Vous êtes de quel CPTS? SVC, je l'ai pas en tête. Sologne, Vallée du Cher, dans le Loir-et-Cher, Romorantin, Saint-Aignan, en termes de secteur. Oui,
C'était juste pour confirmation. OK. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Non? Du coup, juste avant de, bah, finalement, on va conclure dans les temps. Il y a un petit questionnaire de satisfaction sur le dispositif Club Visio de la Fédération des URPS. Je vous invite à remplir euh, ce questionnaire en vraiment 2 minutes top chrono. Je ne peux pas vous communiquer pour la Fédération des URPS et l'URPS Médecins d'autres dates à venir de Club Visio puisque nous sommes dans la planification 2026. Donc voilà. Et puis, ben, je pense au nom, en tout cas, de tous les intervenants de ce soir, on vous remercie vraiment tous pour votre présence et votre engagement, du coup, dans ce dispositif, voilà, de manière concrète pour vraiment œuvrer pour la qualité et la sécurité des soins, parce que c'est aussi ce qui nous rassemble ce soir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas s'il y a des questions sur l'appropriation de la démarche, on pourra y répondre. Vous faites un mail soit à l'URPS infirmier ou soit à la Fédération des URPS pour le projet Crexel, dispositif Crexel, et puis on vous répondra avec plaisir. On peut même voilà, venir un temps et promouvoir le projet auprès de professionnels en appui. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc, merci à tous. Je conclus du coup. Merci Merci, bonne beaucoup. soirée à tous. Très bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Et au Au revoir, à revoir. bientôt. Merci, au revoir.